Bonjour à tous et à toutes ce soir. On va donc, je voulais un petit peu, je voulais vous faire une causerie sur la Kalachnikov, la fameuse AK-47. Et alors, mon propos ce soir, je vais surtout pas vous ennuyer longtemps comme ça, mais je voulais profiter de ce que nous sommes ici environnés de cet objet, qui est un objet des plus répandus et des plus connus sur la surface de la Terre. Il faut le savoir, il faut reconnaître. Eh bien, je voulais profiter de la présence de cet objet pour vous faire un peu de métaphysique et un petit peu de théologie. Ouais. Super. Cool. Vous êtes enthousiasme, n'est-ce pas? Oui, parce que les gens disent qu'est-ce qu'on en a à branler, tout. Oh, la théologie, la métaphysique, et les machins comme ça et tout. On est venu là pour voir des canons, et puis on est là pour regarder les machins avec les mitraillettes et tout. Il y a pas la place pour la métaphysique là-dedans. Oh! Ce soir, rien que pour vous, Merlineurs et Merlinés, je vais tenter devant vous, avec rien dans les manches. C'est tout dans la tronche. Qu'est-ce qui est sorti? Il y en a qui m'ont pas vu au lit. Je vais tenter. Je prends les noms, j'ai une air douce sur le parking là-bas, avec les amortisseurs refait de main, puis on en reparle. Je vais ce soir donc tenter le défi qui va consister à établir une incroyable conjonction entre métaphysique et AK-47. Pour ce faire, je vais déjà éteindre mon téléphone. Voilà. Et je voulais peut-être partir sur ce truc qui est assez remarquable. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un objet comme ça qui frappe les consciences, qui est vraiment très présent. C'est la silhouette de la AK-47 qui est partout là présente. Et j'ai presque envie de la mettre en vis-à-vis avec une autre silhouette qui marque les esprits et qui est très répandue dans ce 21e siècle dans lequel on est. C'est la bouteille de Coca-Cola. Bouteille de Coca-Cola, que tu dessines la silhouette, que tout le monde la connaît, car, je ne sais pas si vous le savez, mais il est temps de le dire maintenant, la bouteille de Coca-Cola, qu'est-ce qui la caractérise? Elle a d'abord été dessinée selon les formes et la silhouette de... Précisément, vous savez qui? Yes, indeed. Mae West. Mae West, la bombe Mae West. On peut applaudir Mae West, la bombe. Notez que la chose est assez remarquable parce que la bombe Mae West, qu'est-ce qui la caractérise? Elle manifeste la sensualité, l'opulence, la générosité des formes. Et cette bouteille, qu'est-ce qu'elle contient? Une eau extrêmement sucrée, même avec quelques bulles, grâce à quoi il va pouvoir y avoir une espèce de pétillance comme ça très enfantine. Et ça, c'est assez remarquable puisque si on voulait un peu parler justement métaphysique, parce que c'est le truc, cette bouteille qui est mise en avant par l'Ouest, Mae West. Cette bouteille, au fond, qu'est-ce qu'elle véhicule? Eh ben, elle véhicule au fond une espèce de... C'est ça, le volume qui s'étend, vous voyez? Les seins qui colonisent l'espace, les hanches qui colonisent l'espace, des rondeurs avantageuses. Hein? On pourrait presque dire que la métaphysique de l'Ouest, c'est exactement ça. La métaphysique de l'Ouest, c'est la conquête de l'espace. Et c'est pourquoi les Américains sont montés sur la Lune. Tout ça est dans la bouteille de Coca-Cola. Vous voyez? Conquête de l'espace, occupation des volumes, frontières toujours à franchir et toujours plus loin, tu la sens? Oui, et bien encore au-delà. Tu vois? Ça, c'est l'extension américaine, c'est la métaphysique, on va dire occidentale, la métaphysique de l'Ouest, la métaphysique américaine, il y a des espaces à conquérir. Oh! Messieurs, dames, si! Oh! Ce soir, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est la chose suivante, c'est qu'en définitive, quand on est confronté à la Kalachnikov, on est confronté à l'exact inverse, voire au complémentaire,
on n'est pas confronté à une métaphysique de l'espace sans limite, le mythe de la frontière, mais on est confronté à la métaphysique du temps sans limite. Je m'explique. Oh. Ouh. Explique. Tiens, ça marche, il arrive. Peut-être avec un extrait d'un texte que nul, ici, dans cette salle, n'a jamais lu. Savez-vous que Mikhail Kalachnikov, l'inventeur de l'AK-47, a écrit ses mémoires? Oui. Oh. Avez-vous lu les mémoires de Mikhail Kalachnikov? Oui. Rien de foutant de merde, là. Écoutez, je l'ai. Waouh. C'est pas Ce possible. soir, Merlineur et Merlinet, je suis venu avec les mémoires de Mikhail Kalachnikov, telles qu'elles ont été rapportées par Elena Joly, je ne connais pas, dans Ma vie en rafale, notez l'élégance du titre quand même. On sent qu'il a été pensé, médité, mûri. Et on voit quand même en pointillé comme les enjeux métaphysiques que j'essaie d'avancer pour vous ce soir. Or, je voudrais, si vous le voulez bien, lire un passage qui est absolument formidable, mais faire ta gueule au fond. Ah là, là aussi, la qui Jacques ça arrive comme ça, c'est tout ça. Écoute bien. Lorsqu'il raconte sa vie, Kalachnikov, il dit la chose suivante, c'est au moment où il va rentrer dans l'armée. Écoute bien, c'est absolument formidable. Moi, j'exagère un peu. À l'automne 1938, je fus appelé au service militaire dans la ville de Stryï, en Ukraine occidentale. L'armée soviétique s'appelait alors... Ta gueule! Je parle de l'armée soviétique, wow! C'est au téléphone. C'est au téléphone. Téléphone. Tu peux lui dire qu'elle téléphone dehors? Non, non, elle parle entre elles. Elle parle entre elles. C'est une nana qui parle entre qu'elle se elles. taise? Non, elle est au téléphone. Non, parce que c'est vachement important, c'est Kalachnikov. Jamais personne n'a entendu ces trucs là, tu vois. Parce qu'en 38, il fut appelé au service militaire de la ville de Stryï en Ukraine occidentale. 38, j'ai dit. L'armée soviétique s'appelait alors Armée rouge des ouvriers et paysans. Arrivé au rassemblement des conscrits, je me présentai au responsable et lui fis part de ma passion pour la mécanique et de mes compétences. Et voilà ce qu'il dit, vous allez voir, c'est assez bandard. À l'école en Sibérie, j'avais eu un professeur de physique formidable qui m'avait encouragé dans mes études. À sa grande stupéfaction, je lui avais apporté un jour une machine à mouvement perpétuel. Tout est dit. Avez-vous des questions? Il dit Kalachnikov qu'il a inventé la machine à mouvement perpétuel. Ça n'existe pas, mais c'est tout, c'est effectivement. Mais ça va être une obsession qu'il a dès l'instant où il rentre dans l'armée. Et cette obsession qu'il a de trouver la machine à mouvement perpétuel, c'est la même obsession qui va lui faire inventer le fusil Kalachnikov. Pour que vous sachiez un élément qui est important, qu'est-ce qui caractérise le fusil Kalachnikov? Qu'est-ce qui fait qu'en 1947, il invente quelque chose d'absolument nouveau? C'est qu'on est confronté à une arme qui n'est ni un fusil, ni un pistolet mitrailleur. Pistolet mitrailleur, ça part tout seul, en rafale, mais c'est pas du tout précis. Le fusil, c'est balle par balle, mais c'est balle par balle. Et donc la grande invention de Kalachnikov, c'est quoi? C'est de dire, moi je vais inventer un fusil qui par conséquent tirera extrêmement loin, avec une extrême précision, mais ce fusil, il aura la capacité du pistolet mitrailleur. C'est-à-dire qu'une balle, dès l'instant qu'elle est tirée, elle va dégager pression par le gaz, et cette pression par le gaz va permettre de faire rentrer dans la culasse, sortant du chargeur, une nouvelle balle, et puis une nouvelle, et puis une nouvelle. Et là, c'est une nouveauté absolue dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on est confronté à une forme qui est une forme hybride, c'est-à-dire qu'on a la précision du fusil, on a l'efficacité du fusil, mais avec un mouvement qui est effectivement un mouvement qui s'auto-alimente. Vous comprenez? Donc quand il invente en 47 la K-47, comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'il invente Kalachnikov? Il invente enfin une arme dans laquelle il y a vraiment cette espèce de mystique d'obsession
du mouvement perpétuel. C'est une arme qui s'auto-alimente. Le gaz de la combustion suffit pour aller envoyer une nouvelle cartouche et perforer l'adversaire. Très efficace, très remarquable, et c'est grâce à ça qu'il y a pu avoir une extension de l'arme sur tous les champs de bataille jusqu'à aujourd'hui. Or, vous avez vu, je ne l'ai pas dit très fort. Or, ce qui est assez rigolo, c'est que AK-47, on va continuer sur les mots, 47 c'est la de naissance, K c'est Kalachnikov, A c'est automate. Automate en grec, pardon, automate en Allemand. vodka, c'est comme en grec. Automate, c'est le mouvement de lui-même. Ce qui est très important pour Kalachnikov, et c'est la raison pour laquelle son fusil il l'appelle AK, c'est qu'il prétend qu'avec ce fusil, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mouvement qui s'auto-alimente. Il y a un mouvement qui ne connaît pas une source qui le précède. Il y a un mouvement qui n'a pas d'origine. Il y a une énergie qui n'est pas précédée d'une cause dont elle serait à l'origine. Vous me suivez? Et bien là, on rentre dans la métaphysique. Oui. Pourquoi on rentre dans la métaphysique? Parce que nous autres, là, occidentaux, qu'est-ce qu'on n'arrête pas de dire? Par quoi on est travaillé depuis quasiment 5000 ans. 5000 ans plus. On est travaillé en fait par l'idée qu'il y a un créateur et que ce créateur, qu'a-t-il fait? Il a créé, il a fait des créatures et il a fait le monde. C'est-à-dire qu'il y a bien ici, bien sûr, des choses qui sont en mouvement, des choses qui sont même émues. Et quand vous êtes ému, c'est que vous avez été émotionné et mis en mouvement. Mais ça veut donc dire qu'il y avait une puissance qui vous précédait et qui vous a mis en mouvement. Le monde, en tant qu'il est monde, en tant qu'il est créé par Dieu, a été insufflé et mis en mouvement par Dieu. De telle sorte que nous autres, nous avons une métaphysique qui suppose qu'il y a bien dans ce monde des choses qui adviennent, mais ces choses qui adviennent n'adviennent pas par rapport aux forces qui sont immanentes et intrinsèques au monde, mais ça vient par rapport à des forces qui sont antérieures au monde et qui s'appellent Dieu. Merci. Ça va, ça? Vous le pigez, ça? Vous le voyez? Et d'un coup, ce type, quand il dit automate, Kalachnikov 47, il est en train de dire, j'appartiens à une civilisation dans laquelle je remets en... C'est moi qui cause. J'appartiens à une civilisation dans laquelle il n'y a pas de... Comme disait Aristote, mais t'appelles pas Aristote. Alors peut-être, comme disait Aristote, il n'y a pas un moteur premier. Et quand il disait moteur premier, il parlait justement du Dieu en tant qu'il met en mouvement les choses. Il n'y a pas un moteur premier, car nous sommes à nous-mêmes des véhicules automoteurs. Nous sommes à nous-mêmes des véhicules automoteurs, et cette arme sur laquelle j'imprime mon nom, elle est la manifestation que dorénavant, les hommes peuvent se passer de Dieu et peuvent produire un mouvement dont ils sont à eux-mêmes la cause. Ça va? Alléluia. Attends, qu'est-ce que tu crois? Oh! Oh! Ce qui est assez remarquable, c'est que Kalachnikov, quand il dit ça, quand dans sa tôle emboutie, car à partir de 53, la troisième génération de la K-47, numéro 3, version numéro 3, elle est construite de tôle emboutie, alors qu'auparavant vous avez de l'acier qui est forgé, puis qu'ensuite qui est usiné. C'est une arme plus lourde, et qui peut se casser plus facilement, et puis qui se produit en moins de nombre. Dès l'instant où il fait la tôle emboutie, là on est dans quoi? On est dans une industrialisation de cette arme qui devient un objet de consommation courante, qui est partout répandu. C'est tout à fait logique. C'est pas seulement logique pour des raisons industrielles, là encore c'est logique pour des raisons métaphysiques. Puisque cette arme est automotrice, elle peut se répandre absolument sur toute la surface du monde. Voyez-vous ça? C'est la raison pour laquelle il y en a partout. Ça, c'est la raison de l'exposition de ce soir. Oh! Tout n'est pas dit. Car notre ami Kalachnikov, quand il dit ça, il n'a pas une grande éducation, hein. C'est un garçon d'ailleurs qui a beaucoup souffert quand il était jeune. Il n'a pas été à l'école du parti, il a été pupille de la nation, il n'a pas vécu de grandes et fortes et belles choses. Toutefois, au niveau intellectuel, j'entends, toutefois, il y a un élément qui est assez remarquable. C'est que malgré tout, il est brassé par une idéologie qui est un petit peu éloignée de celle de Madelin, si vous voulez. Et l'idéologie dans laquelle est brassé Kalachnikov, qu'est-ce qui la caractérise? Marxisme.
Qu'est-ce qui caractérise le marxisme? Vous allez me dire, c'est une philosophie qui est une philosophie matérialiste, c'est une sociologie scientifique. Dans le cul des balayettes! Merci de donner un synonyme pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que c'est que le cul. Or, je voudrais vous présenter ici un extrait de la lutte des classes en France de Marx, dans lequel il essaie de penser le prolétariat. Êtes-vous prêts à recevoir la parole de Marx? Attention, c'est du lourd. Ouais. Écoute bien, ma biche. Merde, il n'y en a pas une qui répond. Pas de biche. Karl Marx, la lutte des classes en France. Il parle bien sûr de la révolution en tant qu'elle ne peut exister qu'à la condition qu'elle soit mondiale. Hein, on est tous d'accord. Hein, il faut vraiment dépasser, si vous voulez, l'horizon de Bombert. Hein. Les choses soient claires. Hein, c'était les Bombertois ici. Mais pas la révolution au niveau mondial, les amis. C'est 32. Elle a commencé quelque part. On a commencé ici, on est bien d'accord. Faut pas s'arrêter à Bombert. Hein. Faut aller au moins Emma. Canard de mon Dieu. Le Kélar. Si on. Ça leur rend des goûts. Ça leur rend des goûts, hein. Mais on passe par le bidon, là. On va se faire chier. Marre le Cax. Je lis. Il y en a marre le Cax. La solution ne commence qu'au moment où. Tais-toi, c'est beau. Par la guerre mondiale, je dis, c'est pas la guerre vauverdoise, hein. Par la guerre mondiale, le prolétariat est mis à la tête du peuple qui domine le marché mondial, à la tête de l'Angleterre. Hein, parce que vous savez que Marx savait que la révolution, en 1917, elle allait démarrer à Sceaux. En fait, elle a démarré en 1977. Les Thugs sont arrivés à Sceaux. Petite gourance au niveau du timing. Alors, on peut pas être à la fois fourré au moulin, comme on dit. La révolution, trouvons là non son terme, mais son commencement d'organisation, n'est pas une révolution au souffle court. Écoutez bien. La génération actuelle ressemble aux Juifs que Moïse conduit à travers le désert. Elle n'a pas seulement un nouveau monde à conquérir, il faut qu'elle périsse pour faire place aux hommes qui seront à la hauteur du nouveau monde. Ce texte, il est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'en fait, ici, chez Marx, il y a quand même une conception de la révolution, chez le Marx duquel je vous parle ce soir, il y a une conception de la révolution qui est une conception mystique. C'est-à-dire, il y a l'idée sur laquelle, de la même manière que Moïse va sortir le peuple d'Israël hors de l'esclavage du peuple d'Égypte, de la même manière, le prolétariat va conduire l'humanité hors du monde de l'exploitation et de l'aliénation. Il y a donc un rapport à l'histoire chez Marx qui est malgré tout un rapport mystique. Il y a une programmatique de l'histoire. L'histoire va quelque part inéluctablement. Et où va-t-elle? Elle va vers la libération de l'homme. Mais l'homme, l'humanité, n'est pas libérée par un Moïse qui est lui-même guidé par Dieu. L'humanité, elle est libérée par un prolétariat qui est guidé par qui? Par lui-même, par lui-même, par lui-même. C'est-à-dire que la grande force de Marx, c'est de dire quoi? C'est que dorénavant, c'est l'humanité, rien que l'humanité, qui dispose en elle-même de forces suffisantes pour engendrer sa libération. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce vocabulaire par quoi l'humanité arrive à son autolibération, c'est un vocabulaire mystique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, on substitue à l'idée de Dieu l'idée de l'homme. Mais dans un cas comme dans un autre,